La clique dorée, partie 7, chapitre 12. Comme toutes les natures énergiques, Daniel, maintenant qu'il avait pris une résolution irrévocable, se sentait soulagé d'un poids énorme. Il eût même joui de la plénitude de son sang-froid sans la haine effroyable qui s'amassait en son cœur et qui troublait son intelligence dès qu'il pensait seulement à Miss Sarah. Par un hasard providentiel, M. de Brévand n'était pas sorti, ou plutôt, étant sorti pour déjeuner avec quelques amis au café anglais, il venait de rentrer. En 10 phrases, Daniel l'eut mis au courant de la situation, lui montrant le chef-d'œuvre de faussaire dont il attribuait l'idée à Miss Brandon et l'exécution à Sir Tom. Puis, sans s'arrêter aux exclamations de M. de Brévand, qui paraissait anéanti de stupeur, et plus indigné que lui-même. « Maintenant, mon cher Maxime, reprit-il, écoutez-moi, c'est peut-être mes dernières volontés que vous allez entendre. » Et l'autre, se récriant, « Je sais ce que je dis, » insista-t-il. « J'espère bien ne pas laisser mes os là-bas, mais le climat est meurtrier, et on peut rencontrer une balle. Mieux vaut toujours prendre ses précautions. » Il se recueillit 1 minute, et, plus lentement, « Vous seul au monde, Maxime, savez mes affaires. Je n'ai plus de secret pour vous. J'ai des amis de date bien plus ancienne que vous. Aucun en qui j'aie plus confiance qu'en vous. Mes vieux amis, d'ailleurs, sont des marins comme moi, exposés à être du jour au lendemain envoyés Dieu sait où. Or, il me faut un homme sûr, dévoué, expérimenté, ayant la prudence et la bravoure et certain de ne pas quitter Paris. Voulez-vous être cet homme, Maxime ? » Monsieur de Brévand, qui était resté allongé sur un fauteuil, se dressa et, une main sur le cœur, « Entre nous, Daniel, prononça-t-il, les serments sont inutiles, n'est-ce pas ? Je vous dirai donc simplement, vous pouvez compter sur moi. » « Et j'y compte, s'écria Daniel, « oui, aveuglément et absolument, et je vais vous en donner une preuve éclatante. » Pour ce qu'il avait à dire, il parut chercher une forme ou plus brève ou plus saisissante, puis, brusquement, « Si je pars désespéré, reprit-il, c'est que je laisse Henriette aux mains de nos ennemis. Quelle persécution n'aura-t-elle pas à endurer ? Mon sang se glace lorsque j'y songe. Pour avoir tenu si fort à m'éloigner à tout prix, il faut que Miss Brandon médite quelques projets sinistres. » Un étouffement, qui ressemblait fort à un sanglot, lui coupa la parole, mais aussitôt, maîtrisant son émotion. « Eh bien, Maxime, poursuivit-il, c'est vous que je viens prier de veiller sur Henriette. Je vous la confie, comme je la confierais à mon frère si j'en avais un. » Monsieur de Brévand ouvrait la bouche pour quelque objection, mais déjà Daniel continuait. « En quoi et comment vous pouvez veiller sur mademoiselle de la Ville-Audry, je vais vous le dire. Demain soir, je la verrai pour lui apprendre quel nouveau malheur nous frappe et lui faire mes adieux. Je sais qu'elle sera terrifiée. Mais alors, pour la rassurer, je lui expliquerai que je lui laisse un ami, un autre moi-même, prêt comme moi à accourir au premier appel et de même que moi, prêt à tout braver en cas de danger pour la secourir. Je lui dirai de s'en remettre à vous, Maxime, comme à moi, de vous écrire comme elle m'écrivait, de vous informer de tout ce qu'on pourrait tenter contre elle, de vous consulter et de vous obéir sans hésitation. Quant à ce que vous aurez à faire, vous, Maxime, je ne puis vous l'indiquer, même sommairement, ne sachant rien des projets de Miss Brandon. Je m'en fie à votre expérience pour tirer le plus sage parti des événements. Cependant, il est 2 alternatives que j'ai prévues. Il se peut que l'hôtel de la Ville-Audry devienne inhabitable pour Henriette et qu'elle veuille le quitter. Il se peut aussi que certaines circonstances se présentant, vous jugiez le séjour de l'hôtel dangereux pour elle et que vous l'engagiez en mon nom à fuir. Dans l'un ou l'autre cas, vous conduiriez Henriette chez une de mes parentes qui habite les Rosiers, un village de Maine-et-Loire, dont je vous laisserai l'adresse et que je préviendrai par une lettre avant de m'embarquer. » Il s'arrêta, cherchant dans sa mémoire s'il n'oubliait pas quelque chose, et ne trouvant rien, « Voilà, mon cher Maxime, fit-il,
ce que j'attends de vous. » Le front haut, l'œil fier, la physionomie grave, M. de Brévand écoutait, de l'air d'un homme qui se sent digne de la confiance qu'il inspire. « Ami Daniel, » prononça-t-il, d'un accent solennel, « vous pouvez partir sans crainte. » Mais Daniel n'avait pas fini encore. D'une énergique poignée de main, il remercia son ami, puis, d'un air dégagé qui dissimulait assez mal un réel embarras, il reprit. « Reste maintenant à nous entendre sur les moyens d'exécution et à pourvoir à toutes les éventualités. Vous n'êtes pas riche, mon cher Maxime. J'entends riche eu égard à votre genre de vie. Vous-même me l'avez dit 100 fois. » C'était une plaie vive et toujours saignante qu'il touchait là. « Il est certain, fit M. de Brévand, que si on me compare à nombre de mes amis, à Gordon Chalus, par exemple, je ne suis qu'un fort piètre sire. » L'amertume de cette réponse, Daniel ne la remarqua pas. « Or, poursuivit-il, supposons qu'à un moment donné, le salut de mademoiselle de la Ville-Audry nécessite une certaine somme, une très forte somme même. Êtes-vous sûr de l'avoir toujours prête dans votre tiroir et d'en pouvoir disposer sans vous gêner ? » « Ah, vous m'en demandez trop, mais j'ai des amis. » « Et vous vous adresseriez à eux ? Vous vous exposeriez pour moi à l'humiliation de ces excuses banales dont on voile les refus ? C'est ce que je ne saurais tolérer. Je vous assure. Laissez-moi dire, et vous verrez que je n'ai rien oublié. Encore que ma fortune soit modeste, je puis, en la réalisant, vous mettre à même de parer à tout événement. Je possède en Anjou des propriétés évaluées de 150 à 300 000 francs. Je vais les vendre. L'autre ouvrait des yeux énormes. « Vous allez, balbutia-t-il. « Les vendre, oui, vous avez bien entendu. À l'exception, toutefois, de la maison paternelle, du petit jardin qui est devant et du verger et de l'enclos qui la joignent. Dans la maison, mon père et ma mère ont vécu et sont morts. Je les y retrouve, pour ainsi dire, lorsque j'y entre. Leurs pensées, après des années, y palpitent encore et y tressaillent. Le verger et l'enclos sont les premiers lopins que mon père ait achetés de ses économies de valet de charrue. Il les cultivait à ses heures de liberté, et il n'y est pas, à la lettre, une motte de terre qui n'ait été mouillée de sa sueur. Ça, c'est sacré. Mais le reste, les enchères sont ouvertes. Et vous espérez avoir tout vendu en 3 jours qui vous restent avant votre embarquement ? Certes, non. Mais vous êtes là, vous. Que puis-je ? Me remplacer, donc. Je vous laisserai avant de partir un acte qui vous donnera tout pouvoir. Même en vous hâtant, vous tirerez bien de mes propriétés 200 000 francs. Vous les placerez de façon à pouvoir en disposer du soir au lendemain. Et si jamais mademoiselle de la Ville-Audry était forcée de fuir l'hôtel de son père, vous les mettriez à sa disposition. Monsieur de Brévand était devenu fort pâle. « Permettez, interrompit-il, permettez. »« Quoi ? Eh bien, il me semble qu'il serait plus convenable, plus sage, de charger de cette négociation un autre que moi. »« Qui ? Je ne sais. Un homme plus entendu. Il se peut que vos propriétés se vendent moins cher que vous ne les estimez. On risque de faire quelques mauvais placements. Les questions d'argent sont si délicates. » Mais Daniel, haussant les épaules, « Je ne comprends pas, fit-il, que vous hésitiez pour une chose si simple, quand vous consentez à me rendre un service bien autrement grand et difficile. »« Si simple !» Ainsi ne jugeait pas M. de Brévand. Un frisson nerveux mal dissimulé glissait le long de son échine. Des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes, et de plus en plus il pâlissait. 200 000 francs, bégayait-il. C'est une somme énorme. Assurément, répondit Daniel du ton le plus insouciant. En consultant la pendule, 3h30, s'écria-t-il. Vite, mon cher Maxime, venez vite. J'ai une voiture en bas. Mon notaire m'attend entre 3 et 4 heures. Ce notaire était un homme rare, qui daignait s'intéresser aux affaires de ses clients et même les écouter. Lorsque Daniel lui eut expliqué ce qu'il souhaitait,
Vous n'avez, déclara-t-il, mon cher monsieur Champsay, qu'à donner à monsieur de Brévent une procuration en bonne et due forme. Serait-il possible, interrogea Daniel, de la rédiger sur-le-champ? Certes, on la porterait ce soir à l'enregistrement, et dès demain. Alors, ne perdons pas une minute. Le notaire appela son maître clerc, lui donna brièvement ses instructions, puis, faisant un signe à Daniel, il l'attira vers une étroite cellule, une vaste armoire plutôt attenante à son cabinet, où, selon son expression, il confessait ses clients. Une fois là, « Ah ça, cher monsieur Champsay, commença-t-il, vous devez donc beaucoup d'argent à ce monsieur de Brévent qui est là avec vous? Pas un centime. Et vous mettez, comme cela, toute votre fortune à sa discrétion? Il faut que vous ayez en lui une robuste confiance. Autant qu'en moi-même. C'est beaucoup. Et s'il allait, néanmoins, pendant votre absence, croquer vos 200 000 francs. Daniel eut un haut-le-corps, mais sa foi resta inébranlable. « Oh !» s'écria-t-il, « monsieur, il est encore d'honnêtes gens. »« Hé hé !» ricana le notaire. Et, à la façon dont il branla la tête, il fut manifeste que l'expérience l'avait rendu fort sceptique à ce sujet. « Si vous vouliez seulement m'écouter, reprit-il, je vous prouverais, mais Daniel l'interrompant. Je n'ai nulle envie, monsieur, déclara-t-il, de revenir sur ce qui est fait. Mais en eussé-je le dessein que je suis trop engagé pour reculer. Cela tient à des circonstances particulières qu'il serait trop long de vous expliquer. » Le notaire leva les mains vers le plafond et d'un ton de commisération. « À tout le moins, fit-il, laissez-moi lui demander une contre-lettre. »« Faites, monsieur. » Il le fit, en effet, et en termes assez mesurés pour n'éveiller point les chatouilleuses susceptibilités de monsieur de Brévent. 5 heures sonnaient quand, la procuration signée, les deux amis quittèrent l'étude de ce digne notaire. Il était trop tard pour que Daniel écrivît à mademoiselle Henriette de lui faire parvenir la clé de la petite porte du jardin pour le soir même, mais il lui écrivit de la lui faire passer pour le lendemain soir. Après quoi, ayant dîné avec monsieur de Brévent, il courut Paris toute la soirée, en quête de 1000 objets qu'une longue et périlleuse expédition rendait indispensables. Rentré tard, il eut le bonheur de s'endormir aussitôt couché, et le lendemain matin, il se fit servir à déjeuner chez lui, ne voulant pas risquer d'être absent quand on lui apporterait la clé. Elle lui fut apportée vers 1 heure, par une grosse fille d'une 30aine d'années, à l'air sournois plutôt que doux, aux yeux obstinément, encore plus que modestement, baissés, dont les lèvres semblaient toujours près de s'ouvrir pour quelque patenôtre. C'était cette Clarisse que mademoiselle Henriette jugeait la plus sûre des femmes qui la servaient et qu'elle avait pris pour confidente. « Mademoiselle, monsieur, dit-elle à Daniel, m'a remis avec la clé la lettre que voici, et elle attend une réponse. » Daniel brisa le cachet et lut. « Prenez garde, ô mon unique ami, d'user d'un expédient dangereux que nous devons ménager pour les circonstances graves. Ce que vous avez à me communiquer est-il aussi important que vous le dites? Je ne le crois pas, et cependant, voici la clé. Dites à Clarisse l'heure précise à laquelle vous arriverez. » Hélas, la pauvre jeune fille n'avait nul soupçon du coup terrible qui allait la frapper. « Priez mademoiselle Henriette, dit Daniel à la femme de chambre, de vouloir bien m'attendre à cette heure. » Certain désormais de voir mademoiselle de la Ville-Audry, Daniel glissa la clé dans sa poche et s'élança dehors. C'était peu que cet après-midi qu'il avait devant lui, pour tous les soins qui le réclamaient et pour les dispositions qui lui restaient encore à prendre. Chez son notaire, où il courut d'abord, il trouva les actes prêts, toutes les formalités avaient été remplies. Mais au moment de lui remettre la procuration, « Prenez garde, monsieur Champsay, dit encore le digne tabellion, d'un accent prophétique, réfléchissez. C'est exposer un homme à une tentation bien forte que de lui confier 200 à 300 000 francs
à la veille de s'embarquer pour une longue et périlleuse expédition. « Et que m'importe ma fortune, pourvu que je retrouve Henriette !» Le notaire eut un geste de découragement. « Du moment où il y a une femme là-dessous, murmura-t-il, je n'insiste plus. » Il faisait aussi bien. L'instant d'après, Daniel l'avait oublié, lui et ses pressentiments. Assis dans le petit salon de M. de Brévand, il remettait ses titres de propriété à ce confident fidèle, lui expliquant le parti le plus avantageux qu'il y avait à tirer des diverses terres qu'il possédait, comment tel bois devait être vendu en bloc, comment au contraire telle ferme d'un seul tenant gagnerait à être divisée en petits lots avant les enchères. M. de Brévand ne pâlissait plus maintenant. Il avait retrouvé toute son assurance, et à son flegme accoutumé succédait un empressement du meilleur augure. Il ne voulait point, déclarait-il, que son ami Daniel fût volé. Aussi se proposait-il de se rendre de sa personne dans le pays pour visiter les acquéreurs et surveiller les enchères. À son avis, il y aurait sagesse à vendre peu à peu, sans précipitation. S'il fallait de l'argent, eh bien, on en trouverait toujours au crédit foncier. Et l'autre était tout ému de ce dévouement d'un garçon qui passait pour être égoïste. Si encore c'eût été tout, mais non. Capable, pour servir Daniel, des plus grands sacrifices, M. de Brévand s'était armé d'une grande résolution. Prenant sur lui, disait-il, d'oublier son aversion pour Miss Brandon, il comptait, dès qu'elle serait mariée, se faire présenter à l'hôtel de la ville Audry et en devenir un des hôtes assidus. Il aurait peut-être à jouer, ajoutait-il, une comédie pénible, mais ainsi il verrait souvent mademoiselle Henriette. Il serait au courant de sa vie et plus à portée de diriger sa conduite et de lui venir en aide le cas échéant. « Cher Maxime, répétait Daniel, cher et excellent ami, comment jamais reconnaître tout ce que vous faites pour moi ?» De même que la veille, ils dînèrent ensemble dans un des restaurants du boulevard et, après le dîner, M. de Brévand voulut absolument accompagner son ami jusqu'à la rue de Varennes. Et une fois là, comme ils étaient arrivés bien avant l'heure fixée, ils se promenèrent en causant sur le trottoir qui longe le mur des immenses jardins de l'hôtel de la ville Audry. La nuit était froide, mais très claire. Il n'y avait pas un nuage au ciel, pas un brouillard, et la lune brillait d'un éclat si vif qu'on y eût vu à lire. Cependant, 7 heures sonnèrent à l'horloge du couvent du Sacré-Cœur. « Allons, du courage !» dit M. de Brévand à son ami. Et, lui serrant la main, encore une fois, il s'éloigna rapidement dans la direction de l'esplanade des Invalides. Daniel ne lui avait pas répondu une syllabe. Horriblement troublé, il s'était approché de la petite porte, explorant d'un œil inquiet les environs. La rue était déserte, mais il tremblait si fort qu'il crut un moment qu'il ne viendrait jamais à bout de tourner la clé dans la serrure rouillée. Enfin, le pêne céda, et d'un mouvement preste, il se glissa dans le jardin. Personne. Il arrivait le premier au rendez-vous. Cherchant sous les grands arbres une place sombre, il s'y blottit et attendit. Il attendit un siècle, à ce qui lui parut. Il avait bien compté 10 fois 60 secondes au battement de ses tempes, et l'inquiétude le prenait, quand il entendit des branches mortes craquer sous des pas rapides. Une ombre glissa entre les arbres. Il s'avança. Mademoiselle Henriette était devant lui. « Qu'est-ce encore, grand Dieu !» fit-elle vivement. « Clarisse vous a trouvé si pâle et si défait que je ne vis plus depuis son retour. » Daniel s'était dit que la vérité brutale serait moins cruelle que les plus savants ménagements. « J'ai reçu un ordre d'embarquement, » répondit-il, « et après-demain, je dois être à bord. » Et sans rien dissimuler, il dit ses angoisses depuis l'avant-veille. Plus assommée que d'un coup de massue, mademoiselle de la ville Audry s'était appuyée contre un arbre. Entendait-elle seulement Daniel ? Oui, car se redressant tout à coup,
Vous n'obéirez pas, s'écria-t-elle. Il est impossible que vous obéissiez. Henriette, il y va de mon honneur. Et qu'importe! Il voulait répliquer, mais elle, d'une voix haletante. Vous ne partirez pas, reprit-elle, quand je vous aurai dit la vérité. Vous me croyez forte, vaillante, capable de tenir tête à l'orage. Vous vous trompez. C'est à votre énergie que je puisais la mienne. Je suis comme l'enfant, plein d'audace tant qu'il s'appuie sur sa mère, lâche dès qu'il se sent abandonné et livré à lui-même. Je suis femme, Daniel. Je suis faible. Le malheureux sentait ses forces l'abandonner. Tant était pénible la contrainte qu'il s'imposait. « Vous voulez donc que je parte désespéré ?» balbutia-t-il. « Ah, je n'ai cependant pas trop de tout mon courage. » Elle l'interrompit d'un éclat de rire nerveux et d'un ton de sarcasme amer. « Le courage serait de rester, dit-elle, de mépriser l'opinion du monde. » Et tout lui paraissant préférable à cette séparation, « Écoutez, reprit-elle, restez et je me rends. Venez avec moi trouver mon père et je lui dirai que vous m'avez montré l'injustice de l'aversion que m'inspire Miss Brandon. Je demanderai à lui être présentée, je m'humilierai devant elle. » « C'est impossible, Henriette. » Elle se pencha vers lui, joignant les mains et d'une voix suppliante. « Restez, insista-t-elle. Je vous en conjure, au nom de notre bonheur, si vous m'avez aimé, si vous m'aimez, restez. » Cette scène déchirante, Daniel l'avait prévue, mais il s'était juré que, dût son cœur se briser, il aurait le courage de résister aux prières et aux larmes de mademoiselle Henriette. « Si j'étais assez faible pour céder ce soir, Henriette, prononça-t-il, avant un mois vous me mépriseriez, et moi, désespéré de traîner misérablement une existence flétrie, je me brûlerais la cervelle en vous maudissant. » Debout, les bras pendants, les mains croisées devant elle, mademoiselle de la Villauderie demeurait plus immobile qu'une statue. Elle sentait bien que la résolution de Daniel était irrévocable. Lui, alors, d'une voix douce. « Je pars, Henriette, » reprit-il, « mais je vous laisse un ami, un homme loyal et fier, qui veillera sur vous. Déjà, vous m'avez entendu prononcer son nom. Maxime de Brévent. Il a mes instructions. Quoi qu'il arrive, adressez-vous à lui. Ah, je partirais plus tranquille si vous me promettiez d'avoir confiance en cet ami fidèle, d'écouter ses conseils et de lui obéir. »« Je vous le promets, Daniel, j'obéirai. » Mais un bruissement de feuilles sèches les interrompit. Ils se retournèrent. Un homme s'avançait à pas de loup. « Mon père !» s'écria mademoiselle Henriette. Et, poussant Daniel vers la petite porte, « Fuyez !» supplia-t-elle. « Fuyez !» Rester, c'était s'exposer à une explication pénible, à des insultes, à une collision peut-être. Daniel ne le comprit que trop. « Adieu !» dit-il à mademoiselle Henriette. « Adieu. Demain vous aurez une lettre de moi. » Et il s'enfuit, mais non si vite qu'il n'entendit la voix gouailleuse du comte de la Villauderie, qui disait « Hé hé, voilà cependant l'honnête jeune fille qui osait calomnier Miss Sarah !» La porte du jardin refermée, Daniel s'y accola un moment, prêtant l'oreille, espérant que la voix de monsieur de la Villauderie arriverait encore jusqu'à lui. Mais il n'entendit que des exclamations confuses, puis rien, plus rien. C'en était fait, désormais. Il partirait sans revoir mademoiselle Henriette, sans ce bonheur amer de la serrer entre ses bras. Et il ne lui avait rien dit de ce qu'il avait à lui dire, de toutes les recommandations qui devaient être ses suprêmes adieux. Comment avait-il été surpris? Comment le comte, qui s'envolait d'ordinaire aussitôt son dîner, était-il resté? Comment s'était-il inquiété de sa fille, lui qui ne s'en préoccupait jamais plus que si elle n'eût pas existé? « Ah, nous avons été trahis, pensa le malheureux. Par qui?
par cette doucereuse femme de chambre, évidemment, qu'il avait vue le matin, par cette Clarisse en qui mademoiselle Henriette avait toute confiance. S'il en était ainsi, comme il n'était que trop probable, où adresserait-il ses lettres désormais? Pour cela encore, pour donner de ses nouvelles à mademoiselle de la Ville-Audry, il lui faudrait avoir recours à monsieur de Brévand. Ah, il reconnaissait bien là l'exécrable et savante politique de Miss Brandon. La misérable, grondait-il, l'infâme. La colère, une colère furieuse, emplissait son cerveau de vapeur de sang. Ne pouvoir rien contre cette créature. Mais elle n'est pas seule, s'écria-t-il soudain. Il y a un homme qui la protège de sa responsabilité. Sir Tom. On pouvait le provoquer, celui-là, le frapper au visage, le contraindre de se battre. Et, sans discuter cette idée absurde, il s'élança vers la rue du Cirque. Encore qu'il ne fût guère plus de 8 heures, le petit hôtel de Miss Brandon paraissait endormi. Daniel sonna cependant, et un valet étant venu lui ouvrir, « Sir Thomas Elgin » demanda-t-il. « Sir Tom est absent » répondit le domestique. « À quelle heure rentrera-t-il » ? « Il ne rentrera pas ce soir. » Et, soit qu'il eût reçu des instructions particulières, soit qu'il se conformât à l'usage de la maison, « Mistress Bryan est au théâtre » ajouta-t-il, « mais Miss Sarah reçoit. » La colère de Daniel se changeait en une sorte de rage froide. « On m'attendait » pensa-t-il. Et il hésitait. Voir Miss Sarah, à quoi bon? Il allait se retirer quand une inspiration lui vint. Pourquoi ne pas lui parler? Essayer de s'entendre avec elle? Lui proposer un marché? « Conduisez-moi près de Miss Brandon » dit-il au domestique. Elle se tenait, comme toujours lorsqu'elle était seule, dans ce petit salon où une fois elle avait conduit Daniel. Drapée dans un long peignoir de cachemire d'un bleu pâle, les cheveux à peine relevés au hasard, elle lisait, étendue sur un divan. Au bruit de la porte, elle se souleva nonchalamment et sans détourner la tête. « Qui vient là ?» fit-elle. Mais au nom de Daniel Champsay, que lui jetait le domestique, elle se dressa d'un bond, tout effarée, lâchant le livre qu'elle tenait. « Vous, murmura-t-elle, dès que le valet se fut retiré, ici, et de votre propre mouvement. » Fermement résolu à rester maître de ses émotions, Daniel s'était arrêté au milieu du salon, plus roide qu'une statue. « Ce qui m'amène, Miss, prononça-t-il, ne le savez-vous pas? Toutes vos combinaisons ont réussi. Vous l'emportez. Nous nous rendons. » Elle le regardait d'un air de stupeur profonde, balbutiant. « Je ne vous comprends pas. Je ne sais ce que vous voulez dire. » Il haussa les épaules, et d'un ton glacé. « Faites-moi l'honneur, reprit-il, de ne me pas croire absolument stupide. J'ai vu la lettre que vous avez adressée, signée de mon nom, au ministre de la Marine. J'ai tenu entre mes mains ce chef-d'œuvre de faussaire qui vous débarrasse de moi. » D'un geste brusque, Miss Sarah l'interrompit. « C'est donc vrai, » s'écria-t-elle. « Il a fait cela. Il a osé faire cela. » « Qui ? » ?»« Il. Monsieur Thomas Elgin, sans doute. »« Non, pas lui. Un autre. » »« Nommez-le. » Elle se tut, baissant la tête, puis avec un effort. « Je savais qu'on voulait vous éloigner. Et sans connaître au juste le moyen, je le soupçonnais. Et si je suis allée chez vous, l'autre matin, c'était pour vous crier « Prenez garde !» Et vous, monsieur Daniel, vous m'avez chassé. » Il la fixait d'un regard si railleur qu'elle s'interrompit, s'écriant « Ah, il ne me croit pas. Dites que vous ne me croyez pas. » Il s'inclina gravement et, de l'accent le plus froid, « Je crois, Miss, prononça-t-il, que vous voulez devenir comtesse de la Ville-Audry, et que tout ce qui vous paraît obstacle, vous l'écartez. » Elle voulait répliquer, mais il ne la laissa pas l'interrompre, et plus vivement. « Notez, Miss, prononça-t-il, que je ne récrimine pas. Tenez, jouons cartes sur table. Vous êtes trop sensée et trop positive
pour nous haïr, Henriette et moi, d'une haine gratuite et purement platonique. Si vous nous haïssiez, c'est que nous vous gênons. En quoi? Dites-le-moi. Et à la condition que vous nous servirez, Henriette et moi, nous n'entraverons en rien vos desseins. Miss Brandon semblait n'en pouvoir croire ses oreilles. Mais c'est un marché que vous me proposez, monsieur. En effet, et pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'en préciserai les termes. Jurez-moi qu'en mon absence, vous serez bonne pour Henriette, que vous la protégerez au besoin contre les colères de son père, que jamais il ne sera fait violence à ses sentiments pour moi, et en retour, je vous donnerai notre parole de vous abandonner sans lutte, sans une réclamation, l'immense fortune de monsieur de la ville Audry. Écrasée de douleur, Miss Sarah semblait près de défaillir, et de grosses larmes roulaient le long de ses joues. « Est-ce assez d'humiliation ?» murmura-t-elle. « Assez de honte ! Daniel, vous me croyez donc l'âme bien vile ?» Et, maîtrisant les sanglots qui soulevaient sa poitrine, « Cependant, je ne saurais vous en vouloir, » poursuivit-elle. « Non, je ne saurais. Vous avez raison. Tout m'accable, tout témoigne contre moi. Oui, je dois vous paraître une indigne créature. Si vous saviez la vérité, pourtant, si je pouvais, si j'osais vous la dire. » Elle se rapprochait de lui, toute frissonnante, et plus bas, comme si elle eût craint d'être entendue. « Ne comprenez-vous donc pas, continua-t-elle, que je ne m'appartiens plus? Misérable que je suis, on m'a prise, liée, enchaînée. Je n'ai plus le droit d'avoir une volonté. Quand on me dit « fais ceci », il faut bien que je le fasse. Quelle existence, grand Dieu! Ah, si vous aviez voulu, Daniel, si vous vouliez encore. Elle s'animait, elle s'exaltait, ses yeux mouillés de pleurs brillaient d'un éclat sans pareil. Des rougeurs fugitives couraient sous sa peau. Sa voix avait des vibrations étranges. S'oubliait-elle donc? Allait-elle livrer son secret ou inventer quelque prodigieux mensonge? Pourquoi ne pas la laisser poursuivre? Ce n'est pas répondre, Miss, interrompit Daniel. Me jurez-vous de protéger Henriette? Vous l'aimez donc bien, cette Henriette? Plus que ma vie. Miss Brandon devint plus blanche que les dentelles de son peignoir. Un éclair de colère brilla dans ses yeux, séchant ses larmes, et elle fit seulement « Ah !» Alors, Daniel, vous ne voulez pas répondre, Miss? Et comme elle s'obstinait dans son silence, « C'est bien, reprit-il, je comprends. C'est la guerre que vous me déclarez. Soit. Seulement, écoutez-moi bien. Je pars pour une expédition périlleuse, et vous espérez que j'y resterai. Détrompez-vous, Miss. Je reviendrai. Avec une passion telle que la mienne, avec tant d'amour au cœur et tant de haine, on peut tout braver. Le climat meurtrier ne m'atteindra pas, et quand j'aurai 10 balles dans la poitrine, je trouverai encore la force de venir vous demander compte d'Henriette. Et si vous avez touché un cheveu de sa tête, si vous lui avez fait verser une larme, par le saint nom de Dieu, malheur à vous et malheur aux autres. Il allait sortir. Une réflexion le ramena. Je dois vous dire encore, ajouta-t-il, que je laisse ici un ami fidèle. Et si le comte ou sa fille venait à mourir, on provoquerait une autopsie. Et maintenant, adieu, Miss. Ou plutôt, au revoir. Et le lendemain soir, à 8 heures, après avoir laissé à monsieur de Brévand une longue lettre pour mademoiselle Henriette, après lui avoir donné ses dernières instructions, Daniel prenait place dans le train qui devait le conduire à son poste. Chapitre 13. C'était 8 jours après le départ de Daniel, un mercredi matin, sur les 11h30. Une trentaine d'équipages, les plus brillants, à coup sûr, qu'il y eût à Paris, stationnaient le long de l'église de Sainte-Clotilde. Dans le joli square qui précède l'église,
150 ou 200 badauds attendaient, le nez en l'air. Si bien que les passants qui suivaient la rue de Grenelle, apercevant cette foule, s'approchaient, demandant. « C'est un mariage, leur répondait-on. Et un mariage cossu, à ce qu'il paraît. Tout ce qu'il y a de plus cossu. C'est un noble immensément riche qui se marie, le comte de la ville Audry. Il épouse une demoiselle américaine. Voici déjà longtemps qu'ils sont dans l'église. Ils ne tarderont sans doute pas à sortir. » Sous le porche, une douzaine d'hommes correctement vêtus de noir, gantés de jaune et dont on voyait la cravate blanche sous le pardessus, des gens de la noce, évidemment, causaient en attendant la fin de la cérémonie. S'ils s'amusaient, il n'y paraissait guère. Quelques-uns dissimulaient mal des bâillements, et la conversation languissait. Quand un petit coupé bas s'arrêta devant la grille du square. « Messieurs, fit un jeune homme, je vous annonce monsieur de Brévent. » C'était lui, en effet. Il descendit lentement de voiture, et sans se hâter, s'avança de cet air flegmatique et froid qui lui était habituel. De tous les invités groupés sous le porche, il connaissait une bonne partie. Aussi commença-t-il par distribuer à la ronde des poignées de main, puis d'un ton léger. « Qui a vu la mariée ?» interrogea-t-il. « Moi, » répondit un vieux beau, dont un perpétuel sourire découvrait les 32 fausses dents. « Eh bien, qu'en dites-vous ?»« Qu'elle est tout bonnement sublime de beauté, mon cher. » Quand elle a traversé la nef pour aller s'agenouiller devant le chœur, un murmure d'admiration s'est élevé. Parole d'honneur, je croyais qu'on applaudirait. C'était trop d'enthousiasme. Monsieur de Brévent y coupa court. « Et monsieur de la ville Audry ?» demanda-t-il. « Ma foi, » répondit le vieux beau d'un accent ironique, « ce cher comte peut se vanter de posséder un valet de chambre aussi fort que Rachel, les mailleuses anglaises. À 15 pas, on eût juré qu'il n'avait pas 16 ans, et qu'il allait non point se marier, mais faire sa première communion. Et quel air a-t-il ? L'air inquiet. On le serait à moins, observa un gros monsieur qui passait pour n'être pas très heureux en ménage. Il y eut un éclat de rire, et un tout jeune homme, presque un enfant, qui n'avait pas compris, demanda. Pourquoi ? Ce fut un homme d'une trentaine d'années, type achevé de la distinction, et que les autres, selon leur degré de familiarité, appelaient « mon cher duc » ou « monsieur le duc », qui répondit « Parce que, mon cher vicomte, Miss Sarah est une de ces femmes qu'on n'épouse pas. Qu'on les adore, qu'on les idolâtre, qu'on fasse pour elles 1000 folies, qu'on se ruine, et que même à la fin on se brûle la cervelle. Parfait. Mais qu'on leur donne son nom, jamais. » Il est vrai, objecta M. de Brévent, qu'on a raconté bien des choses sur son compte, mais rien de positif, toutefois. Voudriez-vous donc, fit le duc, qu'il fût prouvé qu'elle a été traduite en police correctionnelle pour escroquerie et qu'elle sort de Saint-Lazare ? Et sans se laisser interrompre, la haute société française, poursuivit-il, passe pour exclusive. C'est, pardieu, une réputation bien usurpée. À part une vingtaine de salons qui ont gardé les saines traditions, je vois tous les autres s'ouvrir à deux battants pour les premiers venus, hommes ou femmes, qui arrivent en voiture. Et il en arrive beaucoup, des premiers venus. D'où, on ne sait, de Russie, de Turquie, d'Amérique, de Hongrie, de partout, de très loin, du diable. Sans compter les impudents du cru, encore mal essuyés du ruisseau d'où ils sortent. Comment vit tout ce monde-là, et de quoi ? Mystère. Mais ça vit, et ça vit bien. Ça a, ou ça paraît avoir de l'argent, et ça brille, grouille, intrigue, tripote, ça pose et ça s'impose. Si bien que toute cette clique dorée, s'aidant, se poussant, se faufilant, finira par tenir le haut du pavé. Laissez la nouvelle comtesse de la ville Audry ouvrir son salon, et vous verrez quels gens y seront reçus. Vous me direz que je ne suis pas dans le mouvement. C'est vrai. Je tends volontiers la main aux ouvriers que j'emploie et qui gagnent rudement leur vie.
Je ne la donne pas aux louches personnages en gants en paille, sans autre titre que leur impudence et qui n'ont d'autre moyen d'existence que leurs ténébreuses intrigues. » Il ne s'adressait à personne en apparence, semblant suivre d'un œil distrait les mouvements de la foule dans le jardin. Et cependant, à son accent, on eût juré qu'il parlait pour quelqu'un de ceux qui l'écoutaient. Du reste, il était visible qu'il n'avait point de succès, et que sa morale paraissait absolument hors de saison et ridicule. Et même, un jeune homme à fine moustache noire, excessivement bien mis, se penchant vers son voisin, lui demanda « Qui donc est ce bénisseur ?»« Quoi, vous ne le connaissez pas ?» répondit l'autre. « C'est le duc de Chandos, vous savez bien, qui a épousé une demoiselle de Mussidan. Un fier original, allez. » Cependant, M. de Brévand conservait son calme imperturbable. « En tout cas, reprit-il, on ne dira pas, j'imagine, que l'intérêt seul a déterminé Miss Brandon à épouser M. de la Ville-Audry. »« Pourquoi non ? Parce qu'elle est immensément riche. » »« Oh !» Un vieux monsieur s'avança. « Elle est, pour sûr, fort désintéressée, prononça-t-il. Je tiens du comte, qui est mon ami, que Miss Brandon et lui se marient séparés de biens. »« C'est admirable de désintéressement !» s'écrièrent 2 ou 3 personnes. Ayant dit ce qu'il avait à dire, le duc était rentré dans l'église, et c'était le vieux beau qui avait pris la parole. « Le plus clair de tout cela, fit-il, c'est qu'il me semble voir d'ici une personne que ce mariage ne fait pas rire. »« Qui donc ? » ?»« La fille de monsieur de la Ville-Audry, parbleu, une jeune personne de 18 ans, adorablement jolie. Et même, chose singulière, je l'ai cherchée dans l'église, et je ne l'ai pas aperçue. »« Elle n'assiste pas au mariage, déclara le vieux monsieur ami du comte. Elle a été prise d'une indisposition soudaine. »« On dit cela, en effet, interrompit un jeune homme. La vérité est que madame de Boisdardon vient de la rencontrer en voiture découverte et en grande toilette. »« C'est impossible. Madame de Boisdardon me l'a affirmé. Ce joli scandale est le cadeau de noces qu'elle réservait à sa belle-mère. » Monsieur de Brévand haussa les épaules et, à demi-voix, « Par ma foi, fit-il, je ne voudrais pas être à la place de monsieur de la Ville-Audry. » Reflet fidèle des commérages des salons, cette conversation à bâtons rompus, sous le porche de Sainte-Clotilde, disait assez que l'opinion définitivement se déclarait pour Miss Sarah Brandon. Le contraire eût été surprenant. Elle triomphait, et le monde, jamais, n'a su tenir rigueur au succès. Il n'y avait que cet original de duc de Chandos capable de rappeler les histoires du passé. Les autres les avaient oubliées. Même l'éclat de sa victoire rejaillissait en considération sur les siens, et un jeune homme qui copiait, en loutrant, le genre anglais, venait d'entreprendre le panégyrique de Sir Thomas Elgin et de Mistress Bryan, lorsqu'un grand mouvement se fit sous le porche. Des gens sortaient, qui disaient « C'est fini, toute la noce est à la sacristie pour signer. » La conversation s'arrêta court. « Messieurs, » prononça le vieux beau, « si nous voulons présenter nos hommages aux mariés, nous n'avons qu'à nous presser. » Et, ce disant, il se précipita dans l'église, suivi de tous les autres, et gagna la sacristie trop étroite pour la foule choisie des invités du comte de la Ville-Audry. Le registre de la paroisse avait été disposé sur une petite table, au fond, et chacun à son tour s'approchait, se dégantant avant de prendre la plume. En face de la porte, appuyée contre un de ces bahuts où l'on serre les ornements d'église, Miss Sarah, maintenant comtesse de la Ville-Audry, se tenait debout, ayant à ses côtés l'austère Mistress Bryan et le long et roide Sir Thomas Elgin. Ses admirateurs n'avaient rien exagéré. Elle était belle à étonner l'imagination sous sa blanche toilette de mariée, et de toute sa personne se dégageait comme un parfum d'exquise candeur. 8 ou 10 jeunes femmes l'entouraient, l'accablant de félicitations et de cajoleries, et elle répondait d'une voix un peu tremblante, toute rougissante, et baissant ses grands yeux dont les longs cils se recourbaient.
Monsieur de la Ville-Audry, lui, debout au milieu de la sacristie, tout gonflé d'une fatuité comique, ne savait à qui entendre, et, à chaque moment, dans ses réponses, revenait ce mot bourgeois, « ma femme », où il mordait comme dans un fruit mûr. Et cependant, à le bien observer, on découvrait une certaine contrainte pénible sous ses airs victorieux. Parfois, même, un spasme nerveux crispait sa bouche, lorsqu'un de ces empressés funestes, comme il s'en rencontre partout, s'approchait et lui disait « Mademoiselle de la Ville-Audry est donc très souffrante ? Mon Dieu, que ce regrettable contretemps doit la contrarier !» Il est vrai que parmi ces empressés, beaucoup étaient encore plus méchants que maladroits. Personne n'ignorait qu'il était survenu quelque chose de grave dans la famille de monsieur de la Ville-Audry. On l'avait soupçonné dès le commencement de la cérémonie. Le comte venait à peine de s'agenouiller près de Miss Sarah, sur son prie-dieu de velours, quand un domestique à sa livrée s'était avancé jusqu'à lui et avait murmuré quelques mots à son oreille. Les invités les plus rapprochés l'avaient vu pâlir, et un geste furibond lui était échappé. Que lui avait donc dit ce domestique ? On ne tarda pas à le savoir grâce à la vicomtesse de Boisdardon qui, d'une langue infatigable, en allait de l'un à l'autre, racontant qu'elle venait de rencontrer mademoiselle Henriette. La dernière signature donnée, on ne fut donc pas surpris de voir monsieur de la Ville-Audry prendre le bras de sa femme et l'entraîner vivement jusqu'à sa voiture, un magnifique carrosse de gala. Il avait convié à un grand déjeuner une vingtaine de personnes, autrefois de son intimité, mais il paraissait l'avoir oublié. Et une fois en voiture, entre la jeune comtesse, mistress Bryan et sir Tom, n'étant plus obligé de se contraindre, il se répandit en imprécations incohérentes et en menaces folles. Et en arrivant à l'hôtel, sans attendre que le cocher eût décrit devant le perron le cercle traditionnel, il sauta à terre et se précipita dans le vestibule en criant « Ernest, qu'on m'amène Ernest !» Ernest, c'était son valet de chambre, l'artiste habile à qui il devait les roses de son teint. Dès qu'il parut, « Où est mademoiselle ?» demanda-t-il. « Sortie. »« Quand ?» ?»« Aussitôt après monsieur le comte. » La jeune comtesse, mistress Bryan et sir Tom avaient rejoint monsieur de la Ville-Audry dans un salon du rez-de-chaussée. « Vous entendez ?» leur dit-il. Puis, revenant à son valet de chambre, « Comment cela s'est-il passé ?» interrogea-t-il. Bien simplement, la grande porte n'était pas refermée sur la voiture de monsieur le comte que mademoiselle a sonné. On est allé voir ce qu'elle désirait, et elle a commandé qu'on attelât le landau. Respectueusement, on lui a répondu que les 3 cochers étant de service, il n'y avait personne pour la conduire. S'il en est ainsi, a-t-elle déclaré, qu'on court à l'instant me chercher une voiture de grande remise. Et comme le valet de pied à qui elle donnait cet ordre hésitait, elle a ajouté « Si vous ne voulez pas y aller, j'irai moi-même. » Le comte trépignait de colère. « Et après ?» fit-il, voyant que le valet de chambre s'arrêtait. Alors le valet de pied, intimidé, a obéi. « Je chasse ce drôle !» clama monsieur de la Ville-Audry. « Je ferai remarquer à monsieur, » commença Ernest. « Rien, qu'on lui règle son compte, et toi, continue. » Sans trop se gêner, le valet de chambre haussa les épaules, et d'un ton traînard. « Pour lors, reprit-il, la voiture de louage est arrivée dans la cour, et nous n'avons pas tardé à voir descendre mademoiselle dans une toilette comme jamais nous ne lui en avions vu. Pas belle si on veut, mais voyante à faire retourner les passants. Tranquillement, elle s'est installée sur les coussins pendant que nous étions là, nous autres, bouche béante, la regardant. Et quand elle a été prête, « Ernest, m'a-t-elle dit, vous préviendrez mon père que je ne rentrerai pas déjeuner. J'ai beaucoup de courses à faire, et comme le temps est très beau, j'irai ensuite au bois de Boulogne. » Là-dessus, on a ouvert la grande porte, et fouette cocher. C'est alors que j'ai pris sur moi d'envoyer prévenir monsieur le comte. De sa vie, monsieur de la Ville-Audry n'avait eu un tel accès de fureur.
Les veines de son cou se gonflaient et ses yeux s'injectaient de sang, comme s'il eût été au moment d'une attaque d'apoplexie. « Il fallait l'empêcher de sortir, râla-t-il. Pourquoi ne l'en avez-vous pas empêché ? Vous deviez la faire remonter dans sa chambre, employer la force au besoin, l'enfermer, l'attacher. Monsieur le comte n'avait pas donné d'ordre. Il n'est pas besoin d'ordre pour remplir son devoir. Laissez sortir cette folle, une impudente que j'ai surprise l'autre nuit dans le jardin avec son amant. » Il criait si fort que sa voix s'entendait de la pièce voisine, le grand salon, où déjà arrivaient les invités. Le malheureux, il déshonorait sa fille. Aussi, la jeune comtesse s'avança. « Je vous en prie, mon ami, fit-elle, calmez-vous. »« Non, il faut en finir, et je veux punir cette impudente. »« Je vous en conjure, mon cher comte, n'attristez pas le premier jour de notre union. Pardonnez, Henriette n'est qu'une enfant qui ne sait ce qu'elle fait. » Tel n'était pas l'avis de mistress Bryan. « Le comte a raison, déclara-t-elle. La conduite de cette jeune demoiselle est tout à fait choquante. » Alors, Sir Tom. « Eh bien, Bryan, interrompit-il, et nos conventions ? Il était entendu que vous ne vous mêleriez en rien du ménage de monsieur de la Ville-Audry et de Sarah. » Ainsi, du premier coup, chacun entrait dans son rôle. La comtesse Sarah adoptait l'indulgence, mistress Bryan la sévérité et Sir Thomas Elgin l'impartialité muette. D'ailleurs, ils réussirent promptement à calmer le comte. Mais après une telle scène, le déjeuner ne pouvait être que fort triste. Les convives qui avaient presque tout entendu échangeaient entre eux des regards singuliers. Mademoiselle de la Ville-Audry, pensait-il, un amant, c'est inimaginable. Vainement, le comte faisait bonne contenance. En vain, la jeune comtesse prodiguait les ressources de son esprit. La gêne persistait, les sourires expiraient sur les lèvres. Toutes les 5 minutes, la conversation tombait. À 4h30, le dernier invité s'était enfui, et le comte restait seul au salon avec sa nouvelle famille. Le jour baissait, et on venait d'apporter les lampes, quand on entendit sur le sable de la cour le roulement sourd d'une voiture. Monsieur de la Ville-Audry se dressa, pâlissant. « La voici, fit-il, voici ma fille. » En effet, mademoiselle Henriette rentrait. Comment une jeune fille si réservée et naturellement craintive s'était-elle résolue à un tel éclat ? C'est que les gens timides, précisément, sont les plus capables des pires audaces. Contraints de sortir de leur caractère, ils ne raisonnent plus, ni ne calculent, et, perdant tout sang-froid, ils se précipitent au danger, poussés par une rage aveugle, pareille à celle des moutons qui se brisent la tête contre les murs de leur bergerie. Or, depuis une quinzaine, mademoiselle de la Ville-Audry avait été bouleversée par tant et de si rudes émotions qu'elle n'avait plus l'intégrité de son libre arbitre. Les injures dont son père l'avait accablée quand il la surprit avec Daniel devaient achever de troubler sa raison. Car monsieur de la Ville-Audry, en proie à une sorte de vertige, avait ce soir-là perdu toute mesure, s'oubliant jusqu'à traiter mademoiselle Henriette comme un galant homme eût rougi de traiter une créature perdue. Et devant ses domestiques, encore. Et que de tortures pendant la semaine qui suivit. Elle avait déclaré qu'elle ne paraîtrait ni à la lecture du contrat, ni aux cérémonies de la mairie et de l'église, et monsieur de la Ville-Audry prétendait la faire revenir sur cette détermination. De là, chaque jour, quelques scènes plus lamentables à mesure qu'approchait l'instant décisif. Si encore le comte y eût mis quelque adresse, s'il eût eu recours à la persuasion, s'il eût essayé d'attendrir sa fille sur lui-même en lui parlant de son avenir, de son bonheur, de son repos, mais point. Jamais il ne paraissait chez elle que l'injure à la bouche, ne songeant, disait-il, qu'à ménager l'exquise sensibilité de Miss Brandon et à lui épargner un coup terrible. Si bien que ces menaces, loin de ramener mademoiselle Henriette, ne faisaient que l'enfoncer davantage dans son obstination. Le contrat de monsieur de la Ville-Audry et de Miss Brandon avait été lu et signé à 6 heures,
avant un grand dîner. À 5h30, le comte était encore dans la chambre de sa fille. Sans en rien dire, il avait commandé à la couturière de mademoiselle Henriette plusieurs robes de cérémonie, et elles étaient là, étalées sur des chaises. « Habillez-vous » commandait-il, « et descendez » Et elle, en proie à cette exaltation nerveuse qui fait préférer le martyre à une concession, répondait obstinément « Non, je ne descendrai pas » car elle ne cherchait ni subterfuge ni excuse, elle ne se prétendait pas malade, elle disait résolument « Je ne veux pas ». Et lui, enragé de se sentir impuissant à vaincre cette résistance, fou, éperdu, il se répandait en blasphèmes et en menaces insensées. Une femme de chambre, attirée par le bruit de cette scène, était allée coller son oreille à la porte de la chambre, et le soir, elle racontait que le comte avait frappé sa fille, et que même elle avait entendu les coups. Mademoiselle Henriette l'a toujours nié. Il n'en est pas moins vrai que c'est à la suite de ces dernières insultes qu'elle forma le dessein de donner plus d'éclat à sa protestation, et qu'elle se promit de se montrer partout Paris pendant qu'on bénirait à Sainte-Clotilde l'union de son père et de Miss Sarah. Pauvre jeune fille, qui n'avait personne à qui se confier, personne pour lui dire que tout le scandale retomberait sur elle. Bravement, donc, elle avait exécuté son projet. Vêtue d'un costume extravagant pour mieux attirer les regards, elle avait passé la journée à courir tous les endroits où elle supposait devoir rencontrer le plus de personnes de connaissance. La nuit seule l'avait déterminée à rentrer, et elle arrivait, brisée, défaillante, bouleversée d'indicibles angoisses, mais soutenue par cette idée absurde qu'elle avait fait son devoir et qu'elle s'était montrée digne de Daniel. Elle venait de sauter légèrement sur le sable de la cour et elle payait le cocher de remise quand le valet de chambre de M. de la Villauderie, M. Ernest, vint à elle, et d'un ton à peine respectueux, « Monsieur le comte, fit-il, m'a chargé de dire à mademoiselle d'aller lui parler dès qu'elle rentrerait. »« Où est mon père ?»« Dans le grand salon. »« Seul ?»« Non, mademoiselle. » Madame la comtesse, madame Bryan et monsieur Elgin sont avec lui. « C'est bien, j'y vais. » Et, rassemblant tout son courage, plus froide et plus blanche que les marbres du vestibule, elle se dirigea vers le salon, ouvrit la porte et d'un pas raide entra. « Vous voilà !» s'écria M. de la Villauderie, ramené à une apparence de calme par l'excès même de sa colère. « Vous voilà donc !»« Oui, mon père. »« D'où venez-vous ?» Elle avait d'un coup d'œil parcouru le salon, et à la vue de la nouvelle comtesse et de ceux qu'elle appelait ses complices, tous ses ressentiments s'exaspérant, elle eut la force de sourire, et d'un ton léger, « J'arrive du bois, répondit-elle. Ce matin, je suis sortie pour quelques emplettes. Vers midi, sachant que la duchesse de Chandos est un peu indisposée et ne sort pas, je suis allée lui demander à déjeuner. Ensuite, comme il faisait très beau, M. de la Villauderie n'en put supporter davantage. Saisissant sa fille par les poignets, il l'enleva et la portant ainsi tout près de la comtesse Sarah. « À genoux, malheureuse !» vociféra-t-il. « À genoux et demandez pardon de tels outrages à la meilleure et à la plus noble des femmes. »« Vous me faites horriblement mal, mon père !» dit froidement la jeune fille. Mais déjà la jeune comtesse s'était jetée entre eux. « Au nom du ciel, mademoiselle, disait-elle, ménagez votre père !» Et comme mademoiselle Henriette la toisait d'un regard insultant, « Cher comte, poursuivit-elle, ne voyez-vous pas que vos violences me tuent ?» Vivement, M. de la Villauderie lâcha sa fille, et, se reculant, « Rendez grâce, lui dit-il, rendez grâce à cet ange qui intercède pour vous. Mais prenez garde, ma patience est à bout. Il est, pour les enfants rebelles et les filles perverties, des maisons de correction. » Du geste, elle l'interrompit, et avec une vivacité singulière, « Soit, mon père, s'écria-t-elle, entre toutes ces maisons, choisissez la plus sévère et faites-m'y enfermer. Quoi qu'il arrive, j'y souffrirai moins qu'ici,
en voyant à la place de ma pauvre mère cette femme. Misérable! Râla le comte. Il étouffait. D'un geste violent, il arracha sa cravate. Et sentant bien qu'il ne se possédait plus, « Sors ! cria-t-il à sa fille. « Sors, ou je ne réponds plus de rien !» Elle hésita une seconde. Puis, adressant à la comtesse Sarah un dernier regard de défi, lentement, elle se retira.